Bonjour à tous. Nous vous demandons encore un petit peu d'attention pour ce deuxième panel, donc dans lequel on va parler justement de liens entre l'impact social, la prise en compte du développement du capital humain et la création de valeur, notamment dans le cas d'exemples très concrets d'investissements et de réalisations qui ont été faites dans le cas de deux entreprises non cotées, dont on a la chance d'accueillir les deux dirigeants. Donc, à ma gauche, Stéphane Clément, qui dirige le groupe Infodis, et puis ici, donc Frédéric Viet, qui dirige le groupe Rougnon, tous les deux donc chefs d'entreprise non cotés qui ont mis en place un certain nombre de choses dans le développement du capital humain. Et puis également pour en parler, deux personnes de nos équipes d'investissement de private equity, de l'équipe Amétis Europe Expansion, donc Nicolas Manardo, ici présent, et Romain Gauvry, de l'équipe Amétis Europe Expansion également. Alors peut-être tout d'abord pour commencer, messieurs, donc les dirigeants, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, la structure actionnariale de votre entreprise, et puis les raisons, dans quel contexte finalement vous vous êtes retrouvés confrontés à du financement par des équipes de private equity. Stéphane, on commence par vous. Oui, parfait. Donc, le groupe Infodis, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques, une entreprise familiale qui avait 37 ans d'existence, qui représente un peu plus de 500 collaborateurs et qui a choisi de faire appel au private equity puisque les actionnaires historiques souhaitaient faire perdurer leur entreprise après leur sortie, après une longue carrière, et donc ont plutôt cherché une transition de management. Et pouvoir s'adosser à du private equity leur a permis d'être certain de pouvoir faire perdurer l'entreprise avec une nouvelle équipe dirigeante, sans être pris par un industriel qui aurait sûrement absorbé et fait un dégât social et en tout cas affectif. À partir du moment où on est dans une entreprise familiale, l'affectif avec les collaborateurs de longue durée est important. Voilà, donc ça a été la solution qui a été portée. Et moi, je suis arrivé donc il y a 2 ans et demi dans le cadre de cette transition managériale pour assurer, j'allais dire, la seconde partie de vie de cette entreprise et en assurer la croissance. Alors le groupe Rougnon, nous on est un opérateur complet au service de la performance des bâtiments. C'est-à-dire que notre métier c'est de nous occuper de tout ce qui est technique et qui fait qu'un bâtiment comme le grand bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, ou des bâtiments de sites industriels ou de logement social, ou etc., fonctionne, c'est-à-dire qu'il est confortable, qu'il est sobre énergétiquement, qu'il est durable, que sa valeur patrimoniale va être préservée, etc. Donc très concrètement, ça veut dire que nos gens sont des électriciens, des chauffagistes, des frigoristes, des techniciens de maintenance technique, mais nous nous occupons uniquement de grands bâtiments. Et capitalistiquement, nous sommes une histoire assez originale parce que le groupe a été créé il y a un siècle et c'est un groupe d'origine familiale. Il y a une famille Rougnon. Mais notre groupe est en train de mener une transition, et l'a menée d'ailleurs, d'une entreprise familiale vers une entreprise indépendante, dirigée et contrôlée par ses équipes. Et c'est dans ce cadre que le private equity, depuis presque 10-15 ans maintenant, joue un rôle important pour nous permettre de réussir cette transmission capitalistique. D'accord, merci beaucoup messieurs. Nicolas et Romain, donc vous avez investi dans ces entreprises. Est-ce que l'un et l'autre vous pouvez nous dire, je ne sais pas si on entend bien, mais est-ce que l'un et l'autre vous pouvez nous expliquer en fait qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans ces entreprises, et est-ce que vous aviez décelé certains axes de création de valeur particuliers en lien notamment avec le social? Oui, merci. Fin 2018, j'avais identifié Infodis comme étant une entreprise à potentiel, qui était une entreprise qui avait une croissance modeste, une belle rentabilité, et qui était dans un marché des services du numérique où il y a des tensions extrêmement fortes sur l'emploi, et une entreprise familiale gérée de manière très paternaliste, mais qui devait organiser une transition. On a choisi d'investir, on a pris la majorité du capital de cette entreprise dans le cadre de la transition dont Stéphane a parlé, et on a recruté Stéphane quelques semaines après notre entrée au capital, dans la double perspective de faire croître cette entreprise
de manière organique sur ces métiers historiques. Et pour ce faire, il fallait recruter dans des marchés en tension et augmenter le périmètre de l'entreprise à travers des croissances externes que nous allions financer. Ce qu'on a vu, c'est que Infodis était l'une des entreprises du secteur qui avait le plus faible turnover. Et donc ça a été probablement l'élément de surprise, d'agréable surprise que nous avons voulu et que nous avons extrêmement valorisé, puisque pour nous c'était le socle du succès d'Infodis et qu'on a travaillé par la suite. Et Infodis est aujourd'hui un aimant qui arrive à attirer des collaborateurs et avec des modes de recrutement très spécifiques sur lesquels je pense que Stéphane reviendra tout à l'heure. Et tout ça, évidemment, permet de croître, de garder une forte rentabilité et de répondre à l'une des deux exigences de nos investisseurs. Les deux exigences étant évidemment d'avoir des entreprises à la bonne réputation, qui était une manière historique de parler d'ESG, on parlait d'entreprises à bonne réputation, et évidemment d'avoir des rendements attractifs. Alors, je vous propose peut-être qu'on reste sur le cas Infodis pour que Stéphane puisse répondre finalement et compléter un petit peu la présentation de cette démarche-là et nous expliquer finalement chez Infodis qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure justement et comme démarche pour développer le capital humain et dans quelle mesure ça vous a finalement aidé dans le développement de votre entreprise. Alors 2 choses. Ce qui s'est passé d'ailleurs depuis 2 ans et demi, c'est qu'on avait un très faible turnover, mais le Covid et le marché, la conjoncture du marché sur le secteur numérique avec une énorme pénurie, croisé au fait qu'on a beaucoup accéléré la croissance, puisqu'on est passé d'une croissance flat à une croissance qui est à peu près de 17 ou 18% par an actuellement, ce qui demande beaucoup de collaborateurs, et donc un turnover positif, j'allais dire, engagé important. Ce qui fait que notre taux de turnover a quand même pas mal augmenté en plus depuis 2 ans et demi. Il était l'un des plus bas, il est plutôt au niveau du marché, qui est assez élevé. Donc l'un des points très importants était que, comme on l'a dit, on était aussi une société plutôt très rentable. Donc il fallait aussi conserver dans ce domaine-là, pour les investisseurs, la capacité de rentabilité. Donc comment est-ce qu'on peut lier à la fois le turnover qui augmente, une rentabilité à conserver, et puis trouver un engagement sociétal. 87% de mes coûts sont ma masse salariale, donc le sociétal, c'est la chose. Putain, je ne vends que de la ressource humaine, je vends des infogérants, ça veut dire je prends en charge l'informatique de mes clients avec des collaborateurs, des techniciens, des ingénieurs que je vais mettre chez mes clients ou qui vont être sur mes centres de service. Donc, ce qu'on a dû mettre en place pour faire face à la croissance, à ce turnover qui augmente tout en conservant la rentabilité, on l'a fait avec un dispositif quand même particulièrement intelligent actuellement, qui existe depuis une dizaine d'années, moi que j'avais utilisé auparavant, qui est ce qu'on appelle la POI, donc c'est le plan opérationnel à l'emploi individuel, qui permet de remettre au travail des demandeurs d'emploi de longue durée, voire en fin de droit, à qui on va offrir une formation très pointue, très dense, puisque c'est une formation de près de 4 mois, c'est un peu plus de 450 heures de formation, pris en charge par l'État au départ, mais avec une seule obligation pour l'entreprise, c'est d'offrir un CDI à la fin. Ça nous a permis, nous, alors pour donner un peu de chiffres, on est donc 500 personnes. L'année dernière, j'ai recruté à peu près entre 160 et 170 collaborateurs, 90 pour le turnover et le reste pour la croissance organique. Et près de 50% de ces embauches ont été faites par le biais de ces POI, ça veut dire remettre à l'emploi des gens qui n'avaient... soit qui n'avaient pas les bonnes formations, soit qui avaient eu jeunes un parcours de vie qui ne leur avait pas permis d'avoir les formations de base et de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel, soit des gens plus âgés qui se retrouvaient en non-employabilité parce que leur secteur, pour diverses raisons. Donc en leur offrant ça, d'abord on les sélectionne avec l'aide de Pôle emploi et un certain nombre d'organismes de formation. On sélectionne leur savoir-être, et on sélectionne leur appétence et leur capacité à vouloir réellement s'insérer et à faire cette reconversion professionnelle. Du coup, on a des gens hyper motivés, des gens très bien formés, parce qu'en fin de compte, si on regarde, moi j'ai un panel de techniciens et d'ingénieurs, on leur donne entre 2 et 5 jours de formation, ce qui est classique par an. Là, on va donner 70 jours de formation sur toutes les technologies et les dernières technos, Microsoft, Apple, etc. Donc, ils vont avoir un niveau de formation bien plus élevé d'ailleurs que mon patrimoine humain classique que j'avais au quotidien. Donc, des gens très bien formés qui arrivent, comme ils ont été formés, etc., ils sont à un salaire plutôt en dessous du marché. Alors,
on se doit, nous, et on a un travail là-dessus, de le rétablir en 1 ou 2 ans. Sinon, là, le turnover, ils vont vite partir, puisqu'ils sont plutôt bons, au bout du compte, et bien formés. Mais nous, ça nous permet quand même d'amortir, parce que on les prend en masse. Moi, quand je fais un panel de 40, les 40, je ne vais pas les utiliser immédiatement. Je vais avoir 2-3 mois où je vais les avoir en intercontrat. Et puis, petit à petit, on les place chez tous nos clients. Mais ils ont donc un salaire qui est plutôt intéressant, avec un niveau de charge sociale plutôt bas. Et donc, on augmente et j'allais dire, on conserve notre rentabilité. Donc, pour l'investisseur, c'est tout bon d'un point de vue financier. Et on a quand même, je pense, une des meilleures choses. Franchement, j'ai eu quelques reportages sur ce qu'on a fait à Amiens, parce qu'on a monté un centre de service à Amiens, 90 personnes, dont 60 POI. Et franchement, on a des gens hyper engagés, qui ont trouvé une qualité de vie au travail agréable, qui ont repris goût au travail, avec qui j'ai peu de risques de turnover d'ailleurs par rapport à mon reste de mes activités, et avec qui on peut bâtir une stratégie de croissance forte, et en leur donnant en plus des perspectives. Je vais même donner un exemple un peu caricatural, mais on a une jeune femme qui est arrivée, elle était en perte d'emploi, enfin elle était demandeuse d'emploi depuis plus de 3 ans, elle a trouvé un job. Elle a été excellente. En plus, elle avait un très bon savoir-être chez nos clients. Donc, nous, on l'a prise. Elle a été intégrée comme un technicien informatique à un salaire annuel d'environ 28 ou 29 000 euros bruts pour démarrer. Alors, nous, après, on a une ascension. Franchement, 6 mois après, on l'avait mis chez un client. Le client m'a demandé, c'était à Accord. Elle est très bien. On voudrait en faire un manager de nos équipes internes et plutôt ça. Voilà, elle s'est retrouvée un salaire à 41 000 euros chez le client. Donc, franchement, elle est passée d'une situation assez catastrophique de 3 ans de demandeur d'emploi à un job de manager d'une petite équipe de 4 chez le client. Donc, on a trouvé l'accord pour que c'est pas mon job, c'est pas de donner des emplois à mes clients, mais globalement, voilà, ils nous en prennent une petite partie quand ils sont très bons. Et puis voilà, nous, on a un parcours de vie qui était particulièrement intéressant. D'accord, merci beaucoup Stéphane, c'est très concret. Je vous poserai après la question de savoir comment justement un investisseur financier tel que Nicolas a pu vous accompagner aussi dans ces démarches-là, mais je vais me tourner vers Romain pour parler du groupe Rounion et voir toi Romain qui a investi finalement dans ce groupe-là et qui a accompagné Frédéric. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans cette société? Est-ce que tu avais identifié certains axes de création de valeur donc pour le groupe Rounion? Bien sûr. Donc moi j'ai accompagné le groupe Rounion pendant 7 ans sur 2 LBO successifs. Donc ça veut dire que j'ai trouvé pas mal de qualités dans le groupe Rounion. Si je devais mettre en lumière 3 éléments, le premier, c'est comme l'a dit Frédéric, c'est le modèle actionnarial. C'est un modèle actionnarial qui est rare et vertueux. C'est-à-dire trouver une famille aujourd'hui qui veut transmettre au fil de l'eau le capital à ses gérants, ses cadres clés, ses salariés. Ça reste assez rare dans le modèle du LBO. Et donc le côté vertueux pour un investisseur financier, c'est que ça permet un alignement d'intérêts. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des gens au quotidien qui sont impliqués dans leur société. Et quand des salariés passent d'une casquette de salarié à actionnaire, l'engagement il est totalement différent. Donc pour un investisseur financier, être totalement aligné avec les gérants, les cadres clés, les salariés d'un groupe, c'est très rassurant en termes d'investissement. Le deuxième point, c'est le secteur d'activité. Avec des externalités positives environnementales et économiques. Comme l'a dit Frédéric, il est sur le domaine de la rénovation des bâtiments, donc sur l'amélioration de la performance énergétique. Et donc le sujet de la performance énergétique aujourd'hui des bâtiments, je n'ai pas besoin de vous faire un discours macroéconomique, c'est très porteur et en plein essor, avec 2 enjeux. Un enjeu financier, réduire la facture des particuliers et des professionnels, surtout avec l'inflation des coûts énergétiques. Donc ça c'est le premier enjeu. Et l'enjeu environnemental, c'est réduire l'empreinte énergétique des bâtiments, qui est un sujet qui nous concerne tous. Donc le secteur d'activité est un sujet extrêmement prégnant et fort dans notre thèse d'investissement. Et le dernier, c'est l'ambition. Nous, quand on investit sur des femmes et des hommes qui ont une ambition. L'ambition du groupe, c'était de doubler la taille du groupe tous les 5 ans. Et donc pour nous, quand on investit, on essaye de faire changer de dimension les organisations et d'avoir une équipe de management qui a une vision stratégique et des ambitions. Et c'est ce qu'on a pu trouver dans le groupe Rounion. Sur la partie sociale, l'enjeu il était clair. C'était très clairement le capital humain, le capital humain, le capital humain. C'est-à-dire de trouver des compétences et de pouvoir les fidéliser. C'est assez basique comme question, mais malgré tout, dans des marchés sous tension comme Frédéric, où il a des corps de métier, où il est difficile de trouver des compétences et de les garder, il faut mettre en place tout un écosystème et un écosystème de fonds pour pouvoir y arriver, mettre en place une culture d'entreprise, donner du sens aux salariés. Aujourd'hui, les salariés ils veulent beaucoup plus de sens dans leur projet de vie professionnelle. Et donc ça passe sur tout un tas de mécanismes, mieux les former, mieux les accompagner dans leur parcours professionnel.
Et c'est ce que Frédéric a fait avec brio, je vais le laisser le raconter, et qui va servir de benchmark. Justement, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer assez concrètement ce que vous avez mis en place dans votre entreprise pour le développement du capital humain? Je vais peut-être faire 2 secondes de philosophie avant d'attaquer sur qu'est-ce que j'ai fait, parce que le pourquoi je l'ai fait comme ça, je pense, est vachement important. Bon, on parle de social, donc on a un corps social. Notre corps social, on est 1200 aujourd'hui, et on va dire que c'est environ 3/4 d'encadrement de col blanc, direction des entreprises, ingénieur méthode, chargé d'affaires, et environ 3/4 de col bleu. Dans un métier où il y a énormément de sur-mesure en proximité client sur le terrain. Et donc, dans ce corps social, finalement, il y a des enjeux de professionnalisme, d'autonomie sur le terrain. Il y a aussi des enjeux par rapport aux cloisons étanches qu'on a dans notre société. Voilà, on est un fragment, là, dans cette salle, de la société. Nous avons un corps social qui est une opportunité de lien entre des gens de vie différente, d'éducation différente, et par rapport à la fragmentation de la société, peut-être, en tout cas, il y a un enjeu et peut-être quelque chose à essayer de faire. Donc, on a mené beaucoup de réflexions sur quels sont nos enjeux de performance, et dans ce métier extrêmement sur mesure et où il n'y a pas de machine, je ne peux pas acheter une machine qui va être plus performante, tout repose sur les hommes. Ma capacité à attirer les meilleurs et les mobiliser individuellement et collectivement aussi fortement que possible, si j'ai réussi à faire ça, je peux aller à la piscine à la limite. Et deuxième réflexion qui est presque plus philosophique, mais avec ces défis mais vertigineux qu'on a, dans lequel, quel que soit notre pouvoir un petit peu plus important que peut-être que le français moyen, on est une goutte d'eau. Et aucun de nous ne changera le monde. Donc, j'ai essayé de mener la réflexion la plus forte possible sur quels sont ou les domaines d'action sur lesquels, au moins à une échelle qui est modeste, qui est peut-être celle de mon métier, de mes équipes, des bâtiments dont je m'occupe, on peut avoir une action réelle, tangible, authentique, etc. Et c'est ça qui nous a amené à choisir quelques axes d'action assez clairs. Il y en a 3, pour résumer les choses. Le premier, nous sommes extrêmement décentralisés. Décentralisé, le groupe est constitué d'entreprises autonomes à taille humaine, dont les patrons ont un champ de responsabilité entrepreneuriale total. Pendant qu'on parle là, un de mes patrons d'entreprise peut-être signer un marché qui représente 3 ans de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de comité d'engagement, je n'en veux pas, parce que c'est du théâtre. Ils sont plus compétents que moi pour engager leur entreprise, et je parlerai de l'actionnariat, ils sont en alignement d'intérêt complet. En dessous des patrons, tout est construit pour qu'à chaque mission, face à chaque mission, il y ait des personnes les plus compétentes et responsables pour exercer pleinement cette mission-là. Donc je pourrais vous donner plein d'exemples, il faut aller vite, mais je n'ai pas de directeur des achats parce que le coup de canif que je donnerais à la clarté de la responsabilité managériale de chaque personne, de chaque chargé d'affaires, je gagnerais sûrement 5% si j'avais un directeur des achats sur certaines négos. Ce que je perdrais en clarté de la performance sur chaque affaire, je vais perdre plus que mes 5%. Deuxième levier, le capital. L'encadrement est aujourd'hui le premier actionnaire du groupe, partant d'une situation où, historiquement, il y a un bout de temps, la famille Rougnon avait 100% du capital. L'encadrement est pas loin des 50% du capital du groupe. Et j'ai à peu près 200 cadres. 90% de mes cadres environ ont choisi d'être actionnaires. Et je ne leur ai pas offert les actions. Ils ont mis leurs sous dans un projet d'entreprise et un projet capitalistique qu'on leur a expliqué, même si ce n'est pas des juristes et financiers, mais qu'on leur a expliqué en adultes responsables, sans leur peindre la vie en rose, et ils se sont engagés massivement dans ce projet. Et dans le private equity, avoir 200 cadres dans les manco, vous imaginez bien l'ingénierie, la complexité juridique, pacte, etc. qu'il peut y avoir, mais c'est possible. Et
nous l'avons fait avec un esprit, une ingénierie assez fine et un esprit de durabilité. C'est-à-dire dans ce pacte, dans ce tour de table où il y a des investisseurs à nos côtés, où il y a la famille qui a encore à peu près 20% du capital et l'encadrement, et ces 200 cadres, tout est fait pour finalement une pérennité et transmission, et que le jour où moi je prendrai ma retraite dans X temps, la pérennité du capital ait été à chaque instant pensée. Donc, par exemple, je suis le premier actionnaire personne physique du groupe. J'ai un peu plus que le pari passu des fonds, mais pas beaucoup plus, parce que tout est ingénieré pour que ce soit les graines de demain, les jeunes qui, s'ils ont mis 5 000 € dans la boîte, pour eux c'est beaucoup, et la possibilité, avec un juste mix opportunité et risque, la possibilité de s'inscrire pleinement dans l'avenir du projet. Troisième levier, la formation. Pour permettre que des gens réussissent avec l'autonomie inhabituelle dont je vous ai parlé, il faut l'alignement d'intérêt qui vient du capital, il faut la compétence. J'ai mis en place une école de formation interne avec beaucoup d'ambition dans cette école par rapport à la dimension à taille humaine du groupe. Et c'est une école d'entrepreneuriat. Ce n'est pas une école d'électriciens, c'est une école d'entrepreneuriat. Finalement, on parle de management, on parle de relations clients, on parle de leadership, on parle de sécurité, on donne les bases nécessaires de gestion, piloter son service, piloter son affaire. Bref, tout ce qui est nécessaire pour que nos hommes et femmes puissent exercer pleinement leur métier en s'y réalisant. C'est des grands mots, mais le but n'est pas qu'ils soient performants. Ils seront performants s'ils se réalisent, parce qu'on a réussi par cette école et par le management à agir dans le bon sens. Et finalement, enfin, si je résume tout ce qu'on essaye de faire à un objectif, bien sûr, la performance économique et ses actions se rejoignent, mais finalement, l'objectif principal que l'on s'est donné, c'est que nos 1200 hommes et femmes, dans ce monde où on connaît les enjeux de perte de sens, d'injonctions contradictoires, etc., se réalisent et rentrent le soir à peu près heureux de ce qu'ils construisent avec nous. Merci beaucoup Frédéric. Je vais m'adresser donc maintenant à Stéphane pour essayer de bien comprendre finalement quel est le rôle qu'a pu apporter finalement un fonds de private equity dans le cadre de ce développement, et notamment dans ces démarches justement sur l'impact social. Est-ce que ils vous ont accompagné? Est-ce que vous auriez pu faire différemment ou pas faire tout simplement sans leur accompagnement? Alors, il y a eu quelques décisions stratégiques. S'engager sur des POI, s'engager parfois sur, on se dit, pas obligatoirement des gens très performants. Et je rejoins mon confrère. La performance, elle est liée plutôt à l'appétence qu'on a à travailler et à l'accomplissement de soi qu'on peut réaliser dans l'entreprise. Et ce que je disais, je peux donner beaucoup d'exemples où ces collaborateurs sont très engagés. C'est peut-être ceux qui me font d'ailleurs le plus d'innovation dans mes centres de service. Ils sont venus me voir en ayant monté des systèmes de vidéodesk, etc. Donc voilà, ils ont pris l'appétence de la technologie. Mon grand problème, c'est l'employabilité de l'ensemble de mes collaborateurs, parce que les secteurs technologiques évoluent énormément. Vous avez vu, les technologies évoluent énormément. Donc, je suis confronté à cette employabilité. Et pour les investisseurs, leur plus grand risque, c'est que, ne serait-ce que juste le temps d'un LBO, en 5 ans, globalement, une partie d'entreprise peut perdre toute son employabilité technologique dans un métier comme le mien, parce qu'en 5 ans, on a des virages technologiques hyper importants, que ce soit dans le cloud, que ce soit etc., qui font que si la majorité de mes collaborateurs ne sont plus employables du fait de leurs compétences, et du fait de l'alignement de leurs coûts et de leurs compétences. Et c'est là où on voit la courbe que l'on doit adresser, c'est qu'on a un ensemble. C'est très bien d'avoir des collaborateurs dans certains métiers qui sont perdurants longtemps dans le temps, à partir du moment où vous leur donnez cette compétence. A contrario, dans un monde où on a une pénurie de personnel, donc on a quand même, nous, une augmentation salariale régulière, au-delà pour pouvoir
contenir notre turnover au-delà de l'inflation, etc. Si vous augmentez beaucoup vos personnes, qu'elles restent longtemps dans l'entreprise, mais qu'elles ne sont pas formées au bon niveau, le niveau d'employabilité, c'est-à-dire le niveau entre le coût qu'elles ont pour ça et la capacité à les vendre au coût technologique donné, il est totalement décorrélé. Et vous avez dans ces cas-là beaucoup, sur les 28 000 ESN, on a beaucoup de ESN très performantes, mais à contrario, on a énormément, c'est un secteur où on a énormément de ESN qui aussi dégringolent assez rapidement. Donc, je pense que pour l'investisseur, être certain que l'on peut garantir le capital humain et l'employabilité de l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, il y avait cette fonction sur les nouveaux collaborateurs, je dis, ils arrivent, ils sont très bien formés, hyper employables et très rentables. Et sur mes anciens collaborateurs, alors on a les mêmes systèmes, ça s'appelle le FNE. Il faut juste sacrifier un petit peu du fait qu'ils ne soient pas vendus pendant un certain temps parce que la formation est prise en charge par l'État, mais le temps où ils font cette formation, ils ne sont pas vendus chez les collaborateurs. Donc ça, il faut accepter ça. Et il faut accepter un vrai plan de workforce transformation, mais ce plan, alors on entendait aux tables rondes précédentes, il a un vrai intérêt pour un investisseur lors de la revente ou du prochain closing. C'est qu'il montre que le patrimoine est conservé, c'est qu'il montre aussi que la société aura une capacité à continuer cette croissance, surtout si on est en hyper-croissance. Donc je pense que l'alignement était fort, il y avait un investissement, ça a un certain coût, il est assez vite récupéré, je dis, et je l'ai montré sur la partie coût des nouveaux personnels qui arrivent, des nouveaux collaborateurs, mais il fallait accepter. On a monté un centre de service, par exemple, à Amiens, en disant je préfère me mettre en green shore, ce que j'appelle, alors c'est ni de l'offshore, on voulait rester made in France. Donc le green shore, c'est le fait de se mettre dans une province qui est plutôt demandeuse d'emploi, qui a besoin de la création et dont les collectivités locales, les régions, etc., nous ont beaucoup aidé à nous implanter en premier, mais qui fait aussi qu'on a eu des collaborateurs proches, donc aussi une empreinte carbone, même si c'est nous, donc ce que je dis, l'empreinte carbone, elle est faible. On a fait un bon gain d'empreinte carbone parce que 2 jours de télétravail, le déplacement de mes collaborateurs, c'est de la plus grosse empreinte carbone de l'entreprise. En mettant 2 jours de télétravail, il y a 40% d'empreinte carbone qui se fait en moins. Mais au-delà de ça, à Amiens, on est monté from scratch. Ils ont accepté alors qu'on n'avait pas le business devant nous, on n'avait même pas j'allais dire quand on a débuté, que j'ai fait ça le 2e mois que je suis arrivé, j'ai dit il faut faut ouvrir un centre de service pour une société qui était un peu conservatrice, qui faisait attention. J'ai dit non, on va ouvrir à Amiens, ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle région et je suis sûr qu'on va trouver des gens là-bas qui auront envie de travailler, qui vont faire un super travail. On s'était dit on va le remplir on va remplir 50 personnes en 3 ans. Au bout du compte, j'en ai 90 en 18 mois. Donc, ce qui a prouvé l'intérêt. Mais il fallait le faire. C'était comme un investissement de 400 000 €, etc. J'arrivais juste. Les investisseurs ont suivi. Après, moi, j'avais démontré la courbe. Je l'avais fait par ailleurs avant, donc je connaissais un petit peu. J'avais montré la courbe vertueuse que ça pouvait permettre. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un accompagnement. Il y a un peu d'investissement. De toute façon, tout choix social fait qu'il y a de l'investissement, au-delà de l'investissement, il y a du temps à passer et de la pédagogie, comme vous avez dit, il y a beaucoup de pédagogie. Si on vient, nous aussi, on a une Monaco qui intéresse un peu moins, mais on a les 25 premiers cadres de l'entreprise qui ont accepté d'investir. Il faut de la pédagogie, il faut du temps, et il faut aussi instaurer une formation du middle management très différente de celle qui était dans une entreprise familiale il y a 10 ans. Donc ça aussi, c'était un gros travail qui a été fait. Et là-dessus, au moins, le fonds apporte son soutien. Moi, j'avais un cas un peu spécifique des anciens actionnaires qui sont toujours actionnaires, qui sont en train de passer la main, qui n'avaient pas obligatoirement l'idée et l'envie de prendre ces risques-là. Et ils se sont dit, entre le nouveau dirigeant qui arrive et les fonds qui sont aux côtés, qui cautionnent et qui poussent ce genre d'initiative, ils ont accepté de le faire et ça s'est bien passé. Merci beaucoup Stéphane. Je voudrais Nicolas te poser une question sur finalement donc on voit bien que mettre en place un certain nombre de mesures pour développer le capital humain, c'est quelque chose qui permet de développer l'entreprise. Toi en tant qu'investisseur, comment tu vois le lien finalement entre le développement de mesures de capital humain pour le développement du capital humain et la création de valeur pour l'entreprise? Je pense que dans le métier du capital investissement, quand on investit, il faut penser à 10 ans. On est là pour à peu près 5 ans, mais qu'est-ce qu'on raconte aux prochains actionnaires? Qui lui sera là probablement, si c'est un investisseur financier à nouveau, qui sera là pour 5 ans. Et moi, ce que je trouve formidable quand on investit dans des PME ou des ETI, c'est qu'en fait, on est dans un gros zodiaque. C'est-à-dire que les décisions se prennent au quotidien, il y a énormément d'agilité. Et avec Stéphane, en 2019, et particulièrement pendant la crise du Covid en 2020,
on s'est parlé tous les jours. Quand on est en 2020 et que tout le monde se recroqueville, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer les POEI, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'ouvrir le centre de service à Amiens, c'est à ce moment-là qu'on a fait un holding des cadres, parce qu'on avait eu l'expérience Rougnon avec Romain bien avant, où on a fait rentrer 20 cadres et on les a fait rentrer à ce moment-là sur une valo inférieure à celle qu'on avait payée, parce que Covid oblige, etc. Et donc on a pris ce pari et ce parti pris, je pense assez mesuré, de dire c'est le capital humain de cette société qui fait sa valeur. Et donc, Covid, pas Covid, on investit massivement et on accepte l'écrêtement de rentabilité sur 18, 24, 36 mois. Et en fait, il s'est avéré que c'était 18 mois au bénéfice du futur. Et aujourd'hui, on a une société Infodis qui faisait 350 personnes quand on est rentré, 0% de croissance, qui aujourd'hui fait 15 à 20% de croissance annuelle et qui a 500 personnes, qui a gagné des énormes appels d'offres et dont la compétence a fait que les appels d'offres qui ont été gagnés sont des appels d'offres pluriannuels, beaucoup plus gros, beaucoup plus solides. On s'est posé la question du offshore, du nearshore, et Stéphane m'a appris le greenshore. Et donc on a fait du greenshore à Amiens. J'espère qu'il n'y a pas d'Amiénois dans la salle, mais l'endroit n'était pas forcément le plus sexy pour un investisseur, où on aime bien quand même montrer des choses. Enfin, aujourd'hui, il faut avoir quelque chose dans le 9e arrondissement. Hein. C'est ça qui est à la mode. Hein. Et avoir des types qui sont ceux qu'on appelait les sans chaussettes, puisqu'ils n'ont pas de chaussettes dans leurs chaussures, dans le 9e. C'est ça qui se valorise 15 fois l'EBITDA. Hein. Bon, avec Stéphane, on a ouvert à Amiens. Et on a recruté des chômeurs. Autant vous dire que dans la maison dans laquelle j'étais à l'époque, ce n'était pas forcément totalement partagé. Mais on a investi sur le futur et Infodis aujourd'hui s'en porte extrêmement bien. Et c'est cette relation de confiance avec Stéphane, de confiance avec les cadres qui ont investi. Il y a une vingtaine de cadres qui ont investi, puis ça, je crois que ça s'agrandit, ça continue à s'agrandir, qui fait qu'on se dit qu'on a un actif qui devient beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Et la rentabilité de l'investissement, elle en découle. Et je pense que le meilleur va se produire prochainement. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce que Frédéric, Stéphane, justement sur le lien entre le capital humain, le développement du capital humain, la création de valeur, vous voulez peut-être dire le mot de la fin pour conclure sur cette présentation? Moi, je fais peut-être deux réflexions. Quelque part, dans les fruits du travail, enfin moi j'ai beaucoup eu cette réflexion-là, dans le fait que les hommes et femmes aient le fruit de leur travail, je pense qu'il y a le fruit en termes de valorisation personnelle de ce qu'on a fait, qui est finalement de faire bien un métier, de le faire correctement, de le faire conformément à ce qui a été raconté, et ce qui passe par effectivement permettre aux gens, dans un terreau bienveillant, accompagnant, formant, sans non-dit, de bien atteindre ça. Et puis il y a le partage de la valeur économique, où effectivement, enfin, en écoutant toutes les réflexions tout à l'heure sur quel KPI, quelle batterie de KPI dans le domaine social, je me dis certainement, nous concernant, un KPI de type partage de la valeur, qui est la somme finalement de la création de valeur actionnariale, mais aussi de l'intéressement et de la participation, de son réinvestissement, et puis des parties primées salaires, est certainement un truc qui a du sens. Après, je voulais partager une deuxième réflexion qui est, à mon sens, un des intérêts potentiels du private equity, en tout cas moi tel que je le vois en tant qu'entrepreneur. Et puis effectivement, on a fait le choix, et on le répète tous les quelques années, d'avoir du private equity à notre tour de table, et je n'envisage pas d'être coté. Hein. On a beaucoup parlé de KPI dans tous les sens, et on s'est beaucoup interrogé sur a-t-on les bons KPI, sait-on les mesurer et tout. J'ai une philosophie un peu différente. Enfin, je pense qu'on a absolument besoin de bons KPI. On a absolument besoin de... je ne sais pas conduire ma voiture si je n'ai pas mon cockpit et un certain nombre d'indicateurs. Mais je pense que la distinction entre
mesurer et avoir ces indicateurs et puis conduire l'entreprise, conduire une équipe, décider où on va est une distinction fondamentale et la deuxième partie n'a pas été assez abordée à mon sens. Enfin, je ne sais pas si je fais juste une parenthèse Orpea, là on a parlé de la mise en lumière du problème de mesure ou de classement d'Orpea. Je ne connais rien au sujet donc je vais peut-être dire des bêtises, mais ok. Moi quand j'entends ça, mon réflexe est autre. Mon réflexe c'est de me dire il y a un conseil d'administration, une gouvernance qui n'a pas fait son boulot. Je pense qu'aucune réalité dans toute sa complexité, toute la complexité des choix ne va se résumer dans une batterie d'indicateurs où on ne peut pas poursuivre tous les objectifs en même temps. Je pense que ça nécessite, avec beaucoup de vision, d'acuité stratégique, de se dire quelle politique on mène. Et avant, c'était déjà assez compliqué quand il n'y avait que des objectifs financiers à la limite. Quand il y a des champs de complexité supplémentaires, il faut encore plus de discernement entre une équipe de gens qui, de près, dans la réalité d'une boîte, de son secteur d'activité, vont réfléchir et se dire voilà ce qu'on va essayer de faire, parce que, en toute sincérité et humilité, c'est à la fois bon pour la boîte et bon pour un certain nombre d'objectifs environnementaux, sociaux qu'on va essayer de se donner. Et il me semble que le private equity a beaucoup d'armes par rapport à du côté pour... et en tout cas, moi, à chaque fois que on a travaillé avec Romain, à chaque fois, moi, je recherche d'abord, avant de chercher des euros, parce qu'un euro ressemble à un autre euro, je recherche d'abord des gens qui vont sincèrement essayer de comprendre notre projet, comprendre et l'aimer quelque part, et qui vont sincèrement essayer de m'aider à être le plus puissant possible dans le bout de route qu'on va faire ensemble. Et je pense que c'est des enjeux sur lesquels le private equity peut complètement remplir ce rôle. Tout à l'heure, il a été dit aussi, le côté est meilleur en nombre de pages de documentation. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon KPI. Voilà. Voilà. Non, juste pour compléter sur les KPI, pour un fonds, pour un private equity, il faut choisir les bons KPI par rapport à l'entreprise que l'on vise. Et le meilleur, j'ai entendu deux choses intéressantes autour de table d'avant aussi que je voudrais reprendre. Le meilleur KPI, c'est quand même l'enquête anonyme des collaborateurs et ceux qui vont dire, on en a fait une, nous, il y a 3 mois, et on en fait une chaque année, 77%, excusez-moi, c'est pas mal, 77% des collaborateurs ont une confiance complète dans la stratégie de l'entreprise. À partir du moment où 77%, près de 80% a une confiance, ça c'est un des meilleurs KPI. On parlait du lanceur d'alerte tout à l'heure. Il ne faut pas oublier, on en a peu parlé, et même si c'est compliqué en France, les partenaires sociaux et le CSE est le premier lanceur d'alerte. Il faut aussi écouter, on disait, c'est vrai que le dirigeant va donner une image, et c'est vrai qui est une image pour valoriser son entreprise. À l'autre bout, les collaborateurs et l'enquête anonyme va donner le vrai ressenti des collaborateurs sur ce qu'ils vivent au quotidien, et donc la réelle bienveillance de l'entreprise ou pas, et le fait de se retrouver dans son entreprise. Et vous avez entre les deux les partenaires sociaux qui, au-delà des partis partisanes, politiques, etc., ont aussi un œil. C'est ce triptyque qu'il faut bien analyser. Et une ambiance, si on a 2 critères bons, mais une très mauvaise ambiance avec les partenaires sociaux, c'est aussi un mauvais engagement sur l'avenir. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que ce point est aussi important. Et le dernier, donc bien choisir son KPI. Vous parlez beaucoup de turnover, j'ai entendu de turnover, mais voyez, je suis une société de 500 personnes. Si je fais que de la croissance organique, j'embauche 200 personnes. Selon la formule du turnover, je vais avoir, puisque on va diviser, j'ai 0 sortie, 200 entrées, donc divisé par 2 et par montant, on va me dire j'ai 20% de turnover. Voilà, c'est énorme. Et franchement, c'est que du turnover positif. Je n'ai fait qu'embaucher, j'ai personne qui est parti. Donc le turnover classique HR qu'on peut trouver, dans certains métiers ou dans ça, n'est pas applicable. Donc c'est pour ça, attention au KPI unique.
donnons bien, par exemple, dans le turnover, il y a le turnover classique et peut-être juste le churn, ce qu'on appelle le turnover. C'est quoi le turnover des gens qui sortent? Moi, j'ai une grosse différence. J'ai près de 28% en turnover parce que j'ai beaucoup de croissance et j'ai 21% en vraie sortie parce qu'on est un métier pénurique qui a été énormément attaqué ces temps-ci. Mais voilà, nous, on travaille, c'est ça. Donc, l'importance du KPI selon le secteur et selon la société et pour le choix des private equity, très important. Voilà. Merci infiniment Stéphane, merci Frédéric, Nicolas et Romain. La conférence est terminée. Je vois que voilà, on me presse aussi un peu sur le temps, mais l'objectif était vraiment d'essayer de respecter ce qu'on s'était dit. Donc je voulais évidemment vous remercier infiniment pour votre présence aujourd'hui, remercier infiniment les intervenants d'avoir répondu présents à notre appel pour venir témoigner donc de leur expérience, que ce soit les chefs d'entreprise et les investisseurs institutionnels. Donc on a prévu, pour ceux qui le souhaitent, un verre à côté, dans la salle d'à côté, pour ceux qui veulent se rafraîchir un petit peu avant de retourner travailler, et si vous avez besoin de poursuivre un peu la discussion ou poser certaines questions. Merci infiniment et je vous souhaite une très bonne journée.